Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Canal B dans Spoilers l'émission, votre rendez-vous dédié à la série SF et fantastique. Alors moi c'est Guillaume, vous avez peut-être reconnu ma voix et exceptionnellement dans cet épisode, je ne serai pas accompagné de CHP et de Briac. Ils ont en effet accepté, c'est bien gentil de leur part, de céder leur siège à mes deux invités de ce soir pour parler d'une série, que dis-je, d'une franchise culte de la science-fiction qui a plus d'un titre, nous dépasse un peu, chez Spoilers d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, et pour cause, elle aligne au compteur 9 séries et plus de 800 épisodes à ce jour. Alors à l'instar de Star Wars, et peut-être même plus encore, car né sur le petit écran, il était clair que nous ne pouvions pas ne pas aborder un jour l'univers de Star Trek. Deux invités donc, que je vais m'empresser de vous présenter, et dont le premier point commun est qu'ils officient depuis maintenant plus d'un an sur le podcast Le Cadran Pop, podcast que vous connaissez peut-être, et qui a l'objectif de décrypter avec passion les dernières séries de la saga au fur et à mesure de la diffusion des épisodes. Alors c'est un homme multicasquette, accessoire qu'il ne quitte d'ailleurs que rarement, auteur de la bande dessinée Bertrand Kaftorian, vidéaste, podcasteur, théorie-crafter sur divers univers imaginaires. Vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme trekien du commandeur Guigui. Salut Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va ? Est-ce qu'on est dans un univers miroir ? Il y a deux Guillaume, t'as une barbiche toi ? Moi j'ai une barbiche. J'ai une barbiche également, effectivement, et il faudra peut-être déterminer lequel de nous est le double maléfique de l'autre. Dans le podcast, le Cadran Pop, elle a souvent le rôle d'historienne de la bande, tant sa connaissance de la franchise et de ses multiples influences dans la pop culture et inversement semble encyclopédique. Bonsoir Marina. Salut Guillaume. Et donc j'ai tout de suite une anecdote à vous proposer parce que dans l'univers parallèle, dans l'univers miroir, le double maléfique de Spock a une petite barbichette, il me semble. Ah, d'accord. Donc il faudrait peut-être aller chercher nos doubles gentils en fait, quoi. C'est ça, vu qu'on a une barbichette. Oui, en fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait on est tous les deux de l'univers miroir, on est tous les deux maléfiques et il faut trouver des Guillaume sympathiques, sans barbiche. D'accord, effectivement, on va essayer de chercher ça. On va donc parler de Star Trek ce soir, mais comme je le disais, ça semble un peu compliqué de rentrer dans le détail des multiples itérations de la franchise, donc j'avais envie d'aborder le sujet sous divers angles avec vous, Guillaume et Marina. On parlera d'abord de votre intérêt pour la franchise, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue chère à votre cœur. On abordera ensuite la relation qu'entretient la série avec les problématiques de nos sociétés depuis ses débuts, et on terminera en parlant des séries les plus récentes qui constituent aujourd'hui l'actualité de la franchise sur le petit écran. Alors avant d'aborder tout ça, et pour nos auditeurs et auditrices qui connaîtraient un petit peu moins les origines des séries Star Trek, je vais me permettre de faire un petit peu de remise en contexte. Star Trek commence donc son histoire sur le petit écran en 1966 sur la chaîne NBC, sous la houlette de Gene Roddenberry, son emblématique créateur. La série nous projette dans un futur utopique au XXIe siècle précisément, et l'on y suit les aventures du vaisseau spatial USS Enterprise et de son équipage devenu culte, James T. Kirk, le capitaine humain téméraire, Monsieur Spock, l'officier scientifique taciturne, le docteur McCoy, Scotty, Sulu, etc., et dont la mission est de parcourir la galaxie à la découverte de nouvelles formes d'intelligence. Alors, si la série ne devient pas culte instantanément, The Original Series, ou TOS de son petit nom, ne compte d'ailleurs que 3 saisons, elle pose les bases d'un univers qui ne cessera de s'agrandir et qui, pendant ses 79 épisodes, creusera le sillon d'une SF généreuse qui porte un regard critique sur la société américaine des 60s et des 70s. À titre d'exemple, et c'est peut-être le plus connu, c'est dans Star Trek que les Américains ont pu voir pour la première fois à la télévision, en 1968, un baiser entre une femme noire et un homme blanc, un événement tout à fait historique à une époque où l'Amérique est encore en deuil suite à l'assassinat de Martin Luther King, et où les mariages entre personnes blanches et noires sont interdits dans de nombreux États. Donc la série originale, elle s'arrête en 1969 et après une courte tentative de suite animée et le succès de la franchise au cinéma, commence en 1987 un premier âge d'or, alors le seul peut-être diront les fans, mais on y reviendra, avec pas moins de 4 séries dérivées, dont certainement la plus connue,
Star Trek The Next Generation, devenu culte par la qualité de ses épisodes, l'attachement des fans à son équipage, mais aussi de nos jours par la quantité astronomique de mèmes autour de son capitaine, Jean-Luc Picard, interprété par Sir Patrick Stewart. Qu'il soit à bord de l'Enterprise pour The Next Generation, d'une station spatiale dans Deep Space Nine ou perdu au fin fond de la galaxie dans Voyager, les équipages et les scénaristes des séries Star Trek continuent de repousser les limites de l'univers de la franchise, d'explorer divers concepts de SF, voyage dans le temps, dimensions parallèles, civilisation mystique ou aliens doués de capacités exotiques, et de cultiver l'héritage utopiste de Gene Roddenberry, qui d'ailleurs malheureusement décède en 1991. Cette période faste, elle se termine en 2005 avec la série Star Trek Enterprise, préquelle presque hard SF à l'univers de Star Trek, où l'on suivra les aventures du capitaine Jonathan Archer, interprété par Scott Bakula, vous savez c'est le fameux héros de Code Quantum, et de son équipage alors que la Terre envoie dans l'espace le premier vaisseau pouvant voyager en distorsion, c'est l'équivalent de l'hyperespace dans l'univers de Star Trek. S'en suivra alors une période de vache maigre sur le petit écran pour la franchise qui ne reviendra que 12 ans plus tard, en 2017 avec la série Star Trek Discovery sur Netflix, puis en 2020 sur Prime Video avec d'une part Star Trek Picard qui voit le retour de Patrick Stewart dans son rôle emblématique, et d'autre part Star Trek Lower Deck, nouvelle tentative de série animée, mais on reparlera plus longuement de ces nouvelles itérations en fin d'émission. Pour conclure, on peut dire sans problème que Star Trek, dont on fêtera d'ailleurs les 55 ans d'existence cette année, est sans conteste une, si ce n'est la plus grande franchise de science-fiction sur le petit écran. Allez, au coude à coude avec Doctor Who, moi je suis un assez grand fan de cette série anglaise, et qui, de par les concepts qu'elle n'a cessé d'explorer et les valeurs qu'elle a défendues, a su s'entourer au fil des années d'une des plus larges communautés de fans de SF qui soient, les fameux Trekkers. Donc voilà pour ce tour d'horizon rapide qui m'offre une parfaite transition puisque je me tourne à présent vers mes invités avec cette première question pour vous. C'est quoi la place de la franchise dans votre imaginaire pop culturel ? Comment vous avez connu Star Trek en fait ? Et j'ai envie de commencer avec toi Marina. Eh ben, écoute Guillaume, j'ai connu la série lorsque j'étais très jeune. Ça passait le dimanche après-midi sur TF1 et je crois que c'était juste après Starsky et Hutch. Et en fait, je suis tombée sur un épisode qui commençait, probablement qui datait de la saison 3, car TF1 n'avait acheté que les droits de cette saison. Et on était sur la passerelle. Un danger arrivait et donc tout à coup, il y a eu la coupure vers le générique. Et en fait, ce générique m'a toujours fait vibrer. Alors j'étais petite fille, je regardais fascinée tous ces personnages, ces situations, la SF. C'était vraiment pas la meilleure saison de la série originale. Après, j'ai eu l'occasion de voir les autres saisons, mais ne serait-ce que ce moment-là, en fait, je m'en souviens toujours. Je me souviens de la musique, du son très particulier qu'on entendait sur la passerelle. Et voilà, en fait, j'ai toujours été fan et c'est mon amour de l'ASF, ma passion pour l'ASF date des années 80. Donc j'adorais Uhura, par exemple, que tu as cité tout à l'heure, la première femme noire à avoir embrassé un homme blanc sur le petit écran. J'étais fan, enfin j'attendais avec impatience qu'elle apparaisse. Dans la saison 3, elle n'était pas très bien servie parce que elle avait moins d'apparitions, mais en fait, lorsque la série a été diffusée sur la 5 plus tard, j'ai découvert qu'elle apparaissait beaucoup plus dans les premiers épisodes, donc j'étais ravie. Et j'ai une petite anecdote, je rebondis tout de suite parce que tu parlais de Martin Luther King, mais en fait, l'actrice a voulu quitter la série, Martin Luther King lui a dit non, tu as une place importante à la télévision, tu es aux communications dans cette série, tu as une place, donc reste. Et voilà, et donc juste pour situer un petit peu, j'étais aussi fan d'autres séries. Moi j'adorais Temps X par exemple, La 4e dimension, j'adorais, ça me faisait flipper, mais parfois j'éteignais pendant les épisodes, je me cachais derrière le canapé, et après je rallumais en espérant que la scène... Enfin, les épisodes duraient même pas 20 minutes, hein, mais je réussissais à me cacher, à ressortir et à regarder la suite. Et en fait, alors, après, j'ai découvert les autres séries, mais ça va vous faire rire. Mais en fait, bien sûr, la série n'a pas été diffusée en français ou alors je n'avais pas accès au câble. Mais par contre, dans la résidence de mes parents, il y avait Sat.1, qui est une chaîne allemande. C'était gratuit, enfin, c'était compris dans le forfait. Et donc, j'ai connu The Next G en allemand, pareil pour Deep Space Nine et Voyager.
Et en fait, je parle très bien allemand parce que j'ai vécu en Allemagne. Et donc, je regardais, il faut imaginer, je regardais sans sous-titres et tout ça. Et à un moment, pour connaître la suite, j'allais chez Album le week-end à Paris. J'habitais pas à Paris à l'époque, mais j'allais le week-end, j'achetais des cassettes vidéo et qui étaient, faut imaginer, hein, maintenant on râle parce qu'on paye 20 Ah, les euros. fameuses VHS. Voilà. Mais les VHS à l'époque, c'était quelque chose comme 15 euros les 2 épisodes en import direct des US. J'avais fait des pieds et des mains pour que mes parents aient un magnétoscope, ils pouvaient les lire, enfin. Et donc, en fait, et Star Trek ne m'a jamais quitté en fait, que ce soit en anglais, j'ai découvert tard en anglais en fait. À la fin des années 90, j'ai voyagé aux États-Unis et là, je suis tombée dans une famille qui les aimait bien, mais pareil, j'ai acheté des cassettes vidéo, enfin, bref. Et donc, c'est la science-fiction. C'est toujours ma passion. J'adore toujours, toutes ces années après, et Star Trek particulièrement. À chaque fois que j'entends ce générique, j'ai des frissons. Et lorsque j'ai revu la série originale il y a 4 ans, quand elle a été uploadée sur Netflix, et j'ai regardé les 3 saisons à la suite, en partant du premier épisode pilote qui n'avait jamais été diffusé jusqu'au dernier. Et en fait, j'accroche toujours. Voilà la fan que je suis. Maintenant, je suis bien sûr. J'ai même été à la convention l'année dernière avec Romain, qui fait aussi les podcasts avec moi. On a été et on a pu voir Sir Patrick Stewart en live et tout le cast du Discovery. Et on était fouillés. Romain a eu le courage d'aller lui offrir une bouteille. Moi, j'étais bien cachée sur mon fauteuil. Voilà, comme à l'époque de la 4e dimension, j'étais pas très courageuse. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez entendre ça justement dans un des podcasts qu'on a réalisé. Je crois que c'était le podcast 0, justement, le tout premier du Cadran Pop, où on a cette séquence où Romain Brami offre cette bouteille de vin à Patrick Stewart. Ah, génial. Et toi, Guigui, du coup, c'est quoi ton premier contact, si j'ose dire, avec Star Trek et quelle place ça a aujourd'hui dans ta culture de la SF et peut-être de la pop culture de manière plus générale ? Oui, ça remonte à loin. Comme Marina, moi j'ai découvert la série originale sur TF1 dans les années 80, donc j'étais enfant, j'avais que des brides. Parce que je pouvais jamais vraiment regarder un épisode en entier, donc du coup j'ai vraiment des souvenirs très très lointains de cette époque. Mais par contre, donc dès le début, hein, effectivement comme Marina, les années 80 sur TF1. Mais là où j'ai vraiment accroché, ça a été la diffusion des films semaine après semaine, des 4 premiers films, à la fin des années 80, début 90, sur la chaîne de télé RTL, donc radio-télé luxembourgeoise, parce que moi je suis dans le Grand Est, hein, en Moselle, donc c'est à côté, ça on pouvait le capter. Et donc tous les vendredis, tous les samedis soirs, il y avait un film Star Trek, et donc j'ai remonté tous les films comme ça jusqu'au 4e. Et j'ai complètement été happé, notamment par la colère de Khan, où du coup ça faisait référence à un épisode de la saison 1 de la série d'origine. Donc forcément, là je me suis dit, voilà, c'est vraiment un gros univers, il y a du transmédia, quoi. On parle d'un film de cinéma qui fait référence à un épisode de série télé. Donc déjà, cette écriture m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, du coup, ça veut dire quand même que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que je peux m'imaginer. Et ce n'est que plus tard, donc après avoir vu les films plusieurs fois et avoir rattrapé mon retard après avec le 5e et le 6e, que j'ai découvert donc la nouvelle génération, Deep Space Nine et Voyager sur Canal Jimmy au milieu des années 90. Donc où là j'avais en plus, c'était super Canal Jimmy, on pouvait regarder les épisodes en version originale sous-titrée, donc moi je préfère les regarder en version originale sous-titrée bien sûr, mais comme Marina, j'ai fureté beaucoup à la Fnac pour, dès qu'il y avait une VHS qui sortait, essayer d'avoir le double épisode qui sortait d'abord en avance en VHS bien avant la diffusion sur Canal Jimmy, parce qu'ils vendaient ça un peu comme des téléfilms en fait. Et donc du coup c'est comme ça dans les années 90 que j'ai rattrapé un peu tout mon retard et puis que ça m'a pas lâché depuis, hein, qu'après dès que je pouvais voir un film de Star Trek au cinéma, j'y allais avec plaisir. Bon, un peu moins pour les derniers, mais quand même. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé puisque du coup ici on est chez Spoilers qui parle de séries exclusivement, mais Star Trek ça s'est décliné au cinéma avec beaucoup de films et qui ont eu beaucoup de succès en tout cas, et qui ont fait honneur, on va dire, au space opéra dans les années 80-90, hein, si je me trompe pas. Alors effectivement, c'est quelque chose que les gens oublient souvent, mais dans les années 80, les films Star Trek ont très bien marché, hein, c'était des vrais succès, hein, des vrais blockbusters. Alors c'est sûr, ça n'a pas marché autant que Star Wars, à qui on l'oppose régulièrement, mais c'est quand même des films qui ont bien fonctionné, ils ont
tellement bien fonctionné qu'il y en a eu 6 quand même en l'espace de 12-13 ans. C'est quand même la preuve que c'était une franchise qui fonctionnait plutôt bien au cinéma, même si c'est vrai, il y a eu des hauts et des bas. Et après, forcément, ça a commencé à péricliter vers la fin des années 90. Mais d'ailleurs, je voulais juste revenir au début, dans ta présentation de la série originale, tu as dit que c'était le 24e siècle, en fait c'est le 23e. Le 24e siècle, c'est avec Picard. Ah, très bien. Merci pour cette précision, effectivement. C'est pour ça qu'il fallait des experts ce soir à cette table virtuelle. Ouais, donc pour conclure, effectivement, Star Trek occupe une place de choix dans mon imaginaire de science-fiction, parce que c'est quand même une série qui a été la première à poser certains concepts à la télévision et à les explorer aussi bien, à aussi bien faire le transmédia. Hein. Je veux dire, on parle beaucoup du modèle de Marvel Studios avec son écriture transmédia entre divers films, etc. Et puis maintenant séries télévisées. Mais il ne faut pas oublier que Star Trek fait ça depuis 30 ans déjà. Et que du coup, pour moi, c'est un modèle du genre dont il manque simplement le fait d'avoir fait un Avengers à la Star Trek, c'est-à-dire un film somme qui réunissait tout le monde. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas faite. Mais pour autant, je veux dire, comme tu l'as dit en introduction, près de 800 histoires, 9 films, 9 séries télé, 13 films, autant de romans et de jeux vidéo et de comics. Enfin, c'est un truc tentaculaire, quoi. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'interprète de James T. Kirk, j'ai appris ça en préparant l'émission, William Shatner, a écrit lui-même un certain nombre de romans de l'univers Star Trek. Donc, ça montre bien à quel point il était passionné par cet univers. Et qui sont pas si mauvais, d'ailleurs. Même s'ils sont too much, comme lui, ils sont pas si mauvais. Il y a des bonnes idées. Mais Shatner est clairement too much, mais je le trouve génial en fait dans son côté bigger than life. Il est outrancier et tout, mais et d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus. L'épisode où Kirk embrasse Uhura, en fait au départ dans le scénario ça devait être Spock qui l'embrassait. Et lorsque Shatner a appris que c'était Leonard Nimoy qui devait tourner la scène, il a dit non. C'est moi qui vais le faire, c'est moi qui veux marquer l'histoire. Donc voilà, enfin, et c'était franchement, on s'en rend pas compte, hein, mais pour l'époque, c'était énorme de faire ça. Hein, donc. Ouais, effectivement, ouais. Pour les personnes qui connaissent un petit peu moins Star Trek et qui, du coup, tu l'as rappelé, hein, Marina, peuvent aujourd'hui avoir accès à ces anciennes séries sur le catalogue Netflix, est-ce que toutes ces séries sont imbriquées les unes dans les autres ou est-ce qu'elles sont indépendantes et du coup peuvent être regardées de manière séparée? Oui, je pense que là-dessus, elles peuvent être regardées de manière séparée parce que même si forcément, il faut savoir qui sont les Klingons, qui sont les Romulanais, pourquoi tel personnage en veut à tel autre. Je pense notamment à Sisko qui en veut à Picard pour certaines raisons, ou l'acteur qui joue le double de Riker qui débarque sur Deep Space Nine. Il y a des petits trucs comme ça, oui, il faut le savoir, mais honnêtement, c'est parfois un épisode et la série vit très bien toute seule. Enfin, on peut très bien les regarder. On pourrait très bien regarder Deep Space Nine sans avoir les autres, sans connaître The Next Gen. Et pareil pour Voyager, surtout que ça se passe à l'autre bout de la galaxie. Donc, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est pas un serial au sens propre. Et d'ailleurs, Deep Space Nine s'était beaucoup fait critiquer dans les années 90 pour avoir adopté le mode serial. C'est-à-dire, un arc avec des histoires qui durent sur plusieurs épisodes. Moi, je pense qu'on peut regarder la série originale toute seule, ça c'est sûr en tout cas. Et après, The Next Gen, on peut très bien la regarder toute seule. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Guigui. Tu as tout à fait raison. De la même manière que, par exemple, le deuxième film, La colère de Khan, que je citais tout à l'heure, est une suite d'un épisode de la série classique. Et pour autant, le film, on peut très bien le regarder sans avoir vu l'épisode en question. Et c'est vrai que ce que dit Marina, donc du coup, on peut regarder effectivement chacune des séries de manière complètement indépendante. Mais pour autant, si on le regarde vraiment l'ensemble, que dans l'ordre entre guillemets, c'est vrai qu'on se rend compte de la complexité et de la cohérence de l'univers et que le world building qui a été fait autour de cette franchise, de cet univers, de cette galaxie découpée en cadrans avec des empires extraterrestres par-ci, la Fédération des planètes unies de l'autre, il y a vraiment une sorte de géopolitique sur lequel s'appuie notamment la série Deep Space Nine, une des meilleures écrites où il y a de plus d'enjeux intéressants car géopolitiques. Et c'est
c'est ça qui permet justement cette richesse et cette profondeur qui fait que, à la manière du Seigneur des Anneaux, à la manière de Star Wars, c'est un univers cohérent et connu, et que même si on ne connaît pas certaines choses, ça ne nous empêche pas de rentrer dedans, mais si on connaît, forcément, le retentissement émotionnel des arcs narratifs qu'on pourrait suivre n'en sera que plus fort. Et j'ai même une anecdote là-dessus, sur le fait que parfois il y a un problème de continuité, et la série réussit à s'en moquer. Par exemple, les Klingons, entre la série originale et l'époque Next Gen et Deep Space Nine, ils n'ont absolument pas la même tête. Et il y a un épisode très drôle de Deep Space Nine où on utilise la technique, les effets spéciaux avec brio, parce que en fait, les effets techniques servent juste à incruster les personnages de Deep Space Nine dans la série originale. Et en fait, c'est fait de telle manière que c'est drôle. Ça se moque. La série se moque d'elle-même. Il y a des références. On demande à Worf, qui joue le rôle du Klingon de Deep Space Nine, mais pourquoi les Klingons qui sont autour d'eux ont l'air humains? Et Worf répond non, mais il faut pas poser la question, voilà. Et là, je trouve que une série qui réussit à se moquer d'elle-même, de sa continuité, du maquillage de ses personnages, voilà, il y a des épisodes de Star Trek qui ont beaucoup d'humour, mais volontairement. On rit pas à leurs dépens, on rit avec eux. Et d'ailleurs, ce genre de problèmes de continuité qui ne sont qu'en fait simplement une évolution de la production. Évidemment, dans les années 60, les maquillages n'étaient pas ce qu'ils étaient dans les années 90. Oui. Donc du coup, forcément, le look des Klingons est radicalement différent à partir du premier film de 1979. Et donc, effectivement, ça a été tourné un petit peu en blague dans Deep Space Nine, comme vient de l'expliquer Marina, mais pour autant, ils ont réussi à le justifier dans l'univers par le biais de 3 épisodes dans la série Enterprise, qui est une série préquelle qui se passe un siècle avant la série originale, où on explique que les... Bon, je vais pas dire pourquoi, mais en gros, il y a une vraie explication qui fait que les Klingons, pendant une certaine période de leur histoire, ont eu leur apparence qui a été modifiée, ce qui justifie du coup rétroactivement les différences d'apparence dues à la production de base, et qui devient finalement un élément de l'histoire. Oui, et tu fais bien de le soulever, le côté production, il est aussi important par rapport à Star Trek, parce que mine de rien, sur toutes ces séries-là, on a quand même des designs, on a quand même des inventions visuelles, on a des costumes, des maquillages qui ne cessent de s'améliorer, qui ne cessent d'être imaginés pour nous faire rêver, nous faire présenter des nouvelles civilisations. Le but des équipages de Star Trek, c'est de découvrir des mondes inconnus, et donc il faut bien qu'ils représentent ces mondes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, je pense, taxer facilement les premières saisons, les premières séries Star Trek d'être un petit peu cheap, d'avoir un petit peu mal vieilli? Est-ce que vous recommanderiez quand même de regarder ces premières séries, malgré le côté un petit peu ancien des effets spéciaux, parce que ce contenu SF, il est toujours d'actualité, ou en tout cas de qualité, quoi? Alors évidemment, c'est un peu difficile de nos jours, en 2021, de recommander à un jeune d'aller regarder une série qui a près de 55 ans, parce que maintenant, il y a certains jeunes qui refusent de regarder une série qui est en 4/3, par exemple. Donc quand on a ce niveau de frein, ça va être difficile de passer outre. Mais pour autant, pour les gens qui sont un petit peu curieux, effectivement, il y a certains épisodes dans la série classique, on comprend en les voyant l'importance qu'ont eu ces récits, comment ils ont pu influer le reste, et du coup, quand on regarde ce genre de série, on se dit, mais oui, en fait, toutes les choses de science-fiction que j'ai aimées depuis cette époque-là voilà la source, en fait. Donc effectivement, c'est un peu compliqué quand même, la série classique, parce que bon, faut pas se le cacher, c'est les années 60, c'est quand même assez désuet, même si sur la version de Netflix, les effets spéciaux ont été améliorés. C'est-à-dire toutes les parties de maquettes, certains décors, certains effets spéciaux ont été refaits avec les moyens des années 2000, parce que ça a été remasterisé dans les années 2000, où les effets spéciaux et le montage ont été refaits. Alors attention, c'est pas des effets spéciaux qui ont été refaits à la Star Wars, George Lucas sur la première trilogie. C'est pas du tout des effets spéciaux qui jurent avec le reste. D'ailleurs, si ça se trouve, des personnes qui ne connaîtraient pas la version d'origine ne remarqueraient pas du tout la différence. Pourtant, elle est assez grande. Quand on compare les deux, on le voit tout de suite, c'est très flagrant, et on apprécie l'amélioration. Mais du coup, elle dénote pas du tout avec l'ambiance, et ça cadre très bien. Alors du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que du coup, par rapport à ça, j'ai toujours peur que les gens ils ne remettent pas en contexte.
Parce que les épisodes, effectivement, il y a une manière d'écrire qui fait que c'est assez lent. C'est pas des épisodes de 42 minutes, c'est des épisodes plutôt de 52 minutes. Et effectivement, au bout de 10 minutes, on a compris où ils veulent en venir, etc. Ça n'empêche pas que les concepts sont toujours très intéressants. Les personnages plutôt bien écrits, mais faut pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très désuètes, qui sont un peu dépassées, mais si ça a perduré jusqu'à nous, c'est bien que effectivement la force première de cette série-là, elle était assez forte. Alors après, peut-être vaut mieux commencer par la nouvelle génération, ou tout simplement par les films, par le premier film de 1979. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens... Star Trek a eu toujours mauvaise presse en France, notamment à cause de cette inversion. C'est-à-dire que le film Star Trek, le premier film Star Trek, est arrivé avant la série de télévision à la télé. Et donc, du coup, les gens qui ont voulu découvrir Star Trek à la télévision, j'imagine qu'ils devaient s'attendre à une qualité d'effets spéciaux et de mise en scène qu'ils avaient pu voir au cinéma. Et forcément, du coup, ça a été la douche froide, et que du coup, Star Trek, ça a été un peu taxé de ringard en pyjama, quoi. Oui, effectivement, je suis d'accord. La série, elle souffre du fait que elle n'a pas été diffusée dans les années 70, 80, au début des années 80. En plus, ils ont commencé par la saison 3, enfin, ils l'ont diffusée dans le désordre. Ça a été mal... il y avait quelqu'un au marketing, visiblement, qui n'était pas très bon. Ou alors, la science-fiction, elle n'a jamais vraiment pris en France, hein, jusqu'à... X-Files, c'était c'était vraiment le côté niche. Il y avait que les vrais geeks, hein, parce que maintenant tout le monde est un peu geek. Mais à l'époque, les geeks, c'était Guigui et moi et Romain et d'autres personnes. Hein, c'était voilà. Mais moi, je recommanderais la série parce qu'il y a un truc que j'adore par-dessus tout dans une série, dans un film, c'est le scénario. Et dans les épisodes Star Trek des années 60, il y avait de véritables auteurs de SF qui écrivaient les scénarios. Moi, je pense notamment à The City and the Age of Forever, Contretemps. C'est Guigui qui me l'a rappelé que c'était le titre français, parce que pour moi, c'est The City and the Age of Forever, qui a été écrit par Harlan Ellison, qui a eu un prix pour ce scénario, mais c'est pas sa version finale qui est à l'écran, mais il y avait des concepts. Les personnages rencontraient des civilisations qui avaient chuté. Il y a tout un épisode de la saison 3 qui interroge sur la notion de beauté. Enfin, il y avait des concepts. Je pense à Where No Man Has Gone Before, l'épisode après c'est le premier épisode d'ailleurs, où en fait un personnage devient une espèce de surhomme. Charlie. Il y avait des idées, et c'est ça que j'adore, être surprise. Très bien, eh bien je vais inviter du coup les auditeurs et auditrices de Spoilers à donc essayer de regarder les premières séries de Star Trek, puisque effectivement le scénario c'est quand même ce qui ne vieillit pas, en tout cas ce qui reste intéressant de regarder, même si c'est presque dans une démarche archéologique, j'ai envie de dire. Je pense que c'est à l'origine de beaucoup de choses qu'on a pu voir depuis et qu'on peut regarder maintenant, et c'est toujours intéressant de savoir aussi d'où tout ça vient. Ou au moins le premier film de 1979, et encore mieux la version... le director's cut du directeur donc Robert Wise de 1999, qui a été fait pour les 20 ans, qui est un film augmenté, donc pareil, en effets spéciaux. Les effets spéciaux ont été améliorés, mais ça choque pas. Et aussi, surtout, il y a des scènes inédites qui ont été rajoutées et qui approfondissent l'histoire. Très bien, on a 2 points d'entrée du coup potentiels dans la saga Star Trek à vous proposer. Je vous propose donc à mon tour une première pause musicale avec A Star Beyond Time de Sean Cassidy, paru justement dans un film, dans le premier film Star Trek en 79, et on se retrouve juste après. There's a star beyond time, floating in space, waiting for you and me. Though we're planets apart, love is the bridge joining our galaxies.
somewhere beyond the dawn. De retour sur Canal B, on parle de la saga Star Trek sur le petit écran en compagnie de Guigui et de Marina du podcast Le Cadran Pop. Dans cette deuxième partie, on va parler du regard critique et humaniste qu'ont posé les différentes séries Star Trek sur leurs époques, parce que finalement, c'est un peu ça aussi l'ADN de la franchise. Guy, est-ce que tu veux dire un mot sur ce travail qu'a fait au fur et à mesure Star Trek sur les mots de la société, les différents thèmes qu'elle a pu aborder, puis peut-être un mot aussi sur le créateur emblématique de la série. Je pense que ça vient aussi pas mal de lui, ces thèmes-là, non ? Bah oui, tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre et donc du coup qui a vu quand même ce qu'il y avait de plus horrible dans l'humanité et qui forcément a tendu dans ses écrits à aller vers quelque chose d'utopique. Mais pour autant, dans ses écrits, il n'a pas été naïf, il est resté quand même plutôt réaliste, ce qui fait qu'il y a certaines histoires qui quand même confrontent plusieurs opinions et parfois les solutions ne sont pas simples, justement, elles ne sont pas simplistes. Ça n'oublie aucune zone du contexte et du problème. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que effectivement Star Trek évolue, en tout cas c'est le point de départ ou le contexte dans un univers qui se veut utopique, c'est-à-dire que l'humanité a évolué suffisamment de manière générale sur tout un tas d'aspects en termes de moralité, etc., pour justement... Elle s'est dépassée, oui. Voilà, pour se dépasser, ouais. Elle s'est dépassée et donc du coup, elle va vers les étoiles, elle rencontre d'autres civilisations extraterrestres qui sont finalement le reflet de conflits de l'époque. Par exemple, on parlait beaucoup des Klingons tout à l'heure, les Klingons, c'est un peu l'allégorie quelque part des Russes, de l'URSS. Et d'ailleurs, on parlait de justement l'humanité s'est rassemblée. Donc dans l'équipage d'origine, il y a un japonais, l'ennemi d'hier, on a un russe, l'ennemi d'aujourd'hui, enfin de l'époque en tout cas. Un soviétique. Pardon, c'est important de le préciser, merci. Et bien sûr, tu as l'allégorie donc, qui sont les Klingons, qui sont l'ennemi du jour, quoi. Et ces métaphores-là sont intéressantes parce qu'effectivement, quand on parle de science-fiction, on dépasse justement les clivages un peu politiques et les idéologies un peu arrêtées, les biais qu'on peut avoir sur une situation. Par exemple, on ne va pas apprécier à sa juste valeur justement une situation qui nous est décrite parce qu'on va avoir des biais idéologiques. Le fait d'avoir des métaphores, ça permet de transcender et de sortir les gens de cette vision qu'ils ont, qui les ancre dans leur réalité à eux, pour justement voir la situation telle qu'elle est réellement. Et donc ça, justement, Star Trek l'a beaucoup fait. Donc on parlait des Russes dans la série d'origine, donc c'est clairement des ennemis. Et puis finalement, avec Tchernobyl et la chute de l'ex-URSS, on a le film Star Trek 6 qui nous montre justement un incident similaire à celui de Tchernobyl qui va précipiter la chute de l'Empire Klingon au moment justement de la chute de l'ex-URSS. Donc effectivement, dans tout temps, dans Star Trek, il y a eu des choses comme ça. Dans Deep Space Nine, dans la nouvelle génération, il y a eu énormément de choses, de rappels justement à des situations historiques, géopolitiques, qui étaient soit contemporaines, soit passées, soit finalement un peu futures, malheureusement. Ce qui fait que la série, effectivement, nous incite vraiment à nous poser les bonnes questions et à dépasser justement les biais idéologiques qu'on peut avoir pour vraiment réfléchir vraiment aux problèmes qui nous sont posés. Oui, et puis c'est la science-fiction aussi qui permet ce genre de choses, en justement transposant ces problématiques-là dans d'autres univers, en les maquillant quelque part dans d'un autre contexte. La science-fiction a toujours fait ça, et c'est vrai que quand on regarde les séries Star Trek et le poids comme ça qu'elles ont de ces problématiques de société, on se dit que on en a un petit peu perdu, j'ai envie de dire, aujourd'hui dans les séries actuelles. Je sais pas, peut-être que la dernière dont je me souvienne, c'est bon, effectivement, peut-être Watchmen, mais qui est un millefeuille d'interprétation possible, puis qui a un matériau qui lui est aussi propre, mais en space opéra, je pense à Battlestar Galactica peut-être, mais sur une amplitude aussi large en termes de décennies, Star Trek est quand même quelque chose d'assez incroyable par rapport à ça. Marina, est-ce que tu as un mot à dire sur cet aspect-là, pardon ? Ouais, alors je pense que c'est ça qui la rend intemporelle en fait. Parce que quand on compare avec les autres séries de SF des années 60-70, celles qui restent maintenant, c'est celles qui portent des idées et des valeurs. Et Star Trek fait partie de ces séries-là.
Et en fait, donc, Guigui a très bien résumé toutes les valeurs véhiculées. Moi, je rajouterais le réchauffement climatique, l'écologie, avec The Voyage Home, par exemple. Lorsque l'équipage revient sur Terre, il y a tout un plaidoyer pour la nature. Ça prêche énormément de valeurs de tolérance. Quand on retourne dans les épisodes des années 60, il y a des personnages qui s'affrontent, qui sont blancs d'un côté, noirs de l'autre, et leur adversaire a les couleurs inversées. Ce que met en avant la série, c'est l'importance de la diplomatie. Il y a beaucoup d'épisodes de Deep Space Nine ou de Next G qui se passent dans une salle de conférence. On privilégie le discours. Star Trek, c'est pas tellement les batailles, il y en a, je rassure tout le monde. Et qui claque. Voilà. Mais il y a je pense à Wolf 359 notamment, dans The Best of Both Worlds, et qui est aussi montré dans le pilote de The Emissary de Deep Space Nine. Mais voilà, c'est ça que porte la série, et c'est ça qui lui permet de se démarquer et de rester intemporel. Et donc Guigui parlait de la guerre de la guerre qui avait marqué Roddenberry, mais on peut parler aussi de la guerre du Vietnam, du LSD, de la drogue, du racisme. Et moi, j'aimerais parler de choses qui me touchent. Il y a un épisode notamment de la 3e saison, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois, il y en a 2-3 hein, qui sont bons dans la 3e saison. Je recommande juste de regarder la saison 1 et 2 maintenant. Il ne faut pas trop s'approcher de la saison 3. Surtout la une. Ouais, voilà, la une. Et en plus, Guigui l'a dit, les épisodes faisaient pas 45 minutes à l'époque, c'était 55 minutes. Et il y en a 28, c'est ça, dans la première saison. Donc voilà, voilà. Mais il y a un épisode de la saison 3 qui s'appelle Is There in Truth No Beauty? La beauté en vrai, ça n'existe pas, avec Diana Muldaur qui joue le rôle du docteur Pulaski dans la 2e saison de Next G, parce que le docteur Crusher a été remplacé au cours de la 2e saison. Et donc c'est Diana Muldaur, c'est ça qui la remplace, et qui avait joué 3 personnages totalement différents dans la première saison. Et dans cet épisode, elle joue le rôle d'une empathe, d'une psychologue qui accompagne une entité. Et en fait, elle est magnifique. L'actrice est juste magnifique. Elle est magnifiquement tournée. Et en fait, tout l'épisode tourne autour du principe de la beauté. Et elle se fait draguer de manière très très lourde par tous les hommes d'équipage, c'est-à-dire Kirk, McCoy, tout le monde la drague. Comme d'hab. Voilà. Mais là, le propos de l'épisode, c'est qu'en fait, la beauté, elle s'en fiche parce que de mémoire, elle est aveugle en fait. Et en plus, elle est empathe et elle vit avec cette espèce d'ambassadeur qu'elle accompagne. Et voilà. Et donc tout le propos de l'épisode est sur la beauté. Il faut imaginer dans les années 60. En plus, entre ce que Roddenberry avait tenté de faire passer dans le premier épisode pilote, avec des femmes en pantalon, en situation de commandement, le numéro 1 qui était le bras droit de Pike, les femmes étaient en pantalon, elles n'étaient pas en mini-jupe. Voilà. Et donc après, bien sûr, on a l'image de Star Trek sexiste et tout, mais dans beaucoup d'épisodes, Roddenberry a cherché à faire passer ses messages sur la beauté, sur l'apparence. Il y a les femmes de Mudd, par exemple. En fait, elles sont magnifiques toutes les 3. Et en fait, c'est une drogue qui leur permet de garder cet aspect. Voilà, il y a des thématiques comme ça, et j'en avais parlé lors d'un des premiers podcasts que j'ai fait avec Guigui, à l'époque où on tournait, on faisait des vidéos. Mais voilà, il y avait... je pense que c'est toutes ces thématiques. Je ne vais pas revenir sur l'épisode où Uhura embrasse Kirk, mais si, il y a quelque chose, parce que ça, c'est un de mes épisodes préférés, pour mon petit cœur de Midinette. Vous l'aurez compris, c'est la 3e fois que j'en parle dans ce podcast. Mais il y a d'autres valeurs que porte la série et que je trouve incroyables. C'est qu'il y a un épisode de Deep Space Nine qui s'appelle Rejoined, où en fait, il y a le premier baiser entre 2 femmes à la télévision. Il faut imaginer ce que c'était dans les années 90. C'était la première fois. Et c'est Star Trek qui, encore une fois, était à l'avant-poste. Et quand on regarde... Moi, j'ai vu l'épisode, je savais ce qui allait se passer. J'ai été estomaquée. En fait, c'est juste une histoire d'amour entre 2 personnages. Il se trouve que ce sont des thrills, qu'ils se retrouvent, que leur amour est interdit. Et en fait, mais la manière dont l'épisode a tourné, ce n'est jamais voyeuriste. Oui, on savait que 2 femmes allaient s'embrasser dans l'épisode, mais et alors? Ce qui compte encore une fois, c'est l'histoire, c'est la manière, et puis à la fin, je ne vais pas spoiler et tout, mais on en a encore des frissons, parce que en fait, le retournement est inattendu.
quand on est prêt à tout risquer par amour, et que c'est ça qui est mis en avant en fait, et pas le côté sensationnel de l'épisode, c'est magnifique, je trouve. Et Star Trek porte ce genre de valeurs, d'acceptation, d'humanisme. Et je me souviens que tous les journaux US en avaient parlé. Entertainment Weekly avait fait un encart spécial en disant voilà, deux femmes s'embrassent, c'est Star Trek qui est à la pointe de ce genre de combat. Et maintenant, par exemple, dans Discovery, la série a parlé du genre. Alors, je trouve que Discovery a des défauts et des qualités, on en a suffisamment parlé, mais je pense que cette série est importante par la manière dont elle parle du genre et de la tolérance et par exemple, le docteur Colbert, par exemple, qui a un rôle, on va dire, très secondaire. Mais je trouve que cette saison, l'acteur a réussi à faire passer beaucoup au niveau du personnage, comme quoi c'est très important qu'un personnage soit bien écrit, qu'il y ait des scénaristes derrière qui portent le personnage. Il y a le personnage de Adira, qui est très important. Le docteur Colbert qui est homosexuel. Oui, qui est homosexuel, voilà. Pardon, excuse-moi, tu as raison de le préciser, parce que là, voilà. Et c'était un gros sujet dans les 2 premières saisons. Mais en fait, là, la manière dont il crée une famille avec son compagnon, avec Adira, avec l'esprit du compagnon d'Adira qui est... Enfin voilà, c'est un peu nébuleux. Mais voilà, la manière dont ils créent une cellule familiale, je trouve que il n'y a que Star Trek en fait pour porter ce genre de thème. Et Adira, justement, le thème du genre, notamment dans certains épisodes, il est évoqué. C'est-à-dire que c'est pas le point central du scénario, c'est pas sensationnaliste. Elle dit ce qu'elle a à le dire, ça dure 1 minute. Elle parle de comment elle veut être qualifiée et c'est tout. Et voilà, il n'y a que Star Trek pour faire ça de manière élégante et pas sensationnaliste. Mais alors, du coup, si je résume un petit peu, Star Trek, c'est une saga qui s'étend sur plein de saisons, des concepts de SF qui sont novateurs et qui nous montrent un peu quelle a été la réflexion d'auteurs cultes de la science-fiction, et des sujets de société qui sont abordés en filigrane. Mais alors, du coup, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi en France, on n'entend pas plus parler de cette série? Pourquoi on a l'impression, alors peut-être c'est qu'une impression, vous allez me dire, que la franchise est un petit peu moins installée dans une certaine pop culture mainstream, comme Star Wars par exemple, qui peut faire la une de journaux très grand public, on va dire. Pourquoi Star Trek, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, reste encore en France relativement boudée? Déjà, la franchise n'a pas été diffusée à temps comme il l'aurait fallu. Le fait d'avoir le film de 79 qui sorte, puis seulement quelques années, bien des années après, la série télé qui passe de manière un peu sporadique, un peu au lance-pierre sur TF1, bah, ça lui a pas du tout rendu justice. Ça lui a déjà donné une étiquette de ringard en pyjama, hein, dont on pouvait se moquer assez facilement parce que bah, ça passait le samedi après-midi, si je me souviens bien. C'était pas... Voilà, il y avait la fenêtre d'exposition n'a pas été immense. Et ensuite, bah, ça s'est perpétué parce que les autres séries ont été diffusées sur le câble. Le câble et satellite, Canal Jimmy, c'était quand même une chaîne de niche de fans de séries télé. À l'époque, les séries télé, c'était pas répandu, c'était pas si bien vu que ça d'être fan de séries télé à l'époque. Hein. Il y avait des gens qui se moquaient hein, un petit peu, alors que finalement nous on s'en foutait parce qu'on regardait Friends en version originale sous-titrée bien avant que ça passe sur France 2. Mais voilà, c'était pas du tout la même époque. Donc du coup, déjà la SF en France c'était un peu de la niche. Hein, Marina l'a bien dit. Hein. Avant X-Files c'était un peu moqué. Il y a vraiment que X-Files qui a réussi à qui a fait ouvrir un peu les yeux au grand public, pas au public de spécialistes, mais au grand public et à quelques journalistes, que oui, la science-fiction, la télévision, ça pouvait être porté par de solides récits qui étaient bien réalisés. Mais du coup, pour Star Trek, c'était un peu déjà trop tard. La nouvelle génération, elle a commencé en 1987. Finalement, on l'a vu que presque 10 ans plus tard sur Canal Jimmy. Bon, bah forcément, ce genre de choses-là font que la série est passée complètement à côté de son public et que c'est pas du tout le cas des autres pays européens. Par exemple, Marina parlait de l'Allemagne tout à l'heure, mais c'est vrai, les Allemands sont très fans de Star Trek. Les Anglais sont très fans de Star Trek. Pareil pour les Espagnols, peut-être un peu moins pour les Italiens, mais quand même pareil, et qu'en fait, on est en France une exception culturelle, encore une fois. C'est ce que j'allais dire, mais pas dans le bon sens cette fois. En fait, je pense que pour être fan de SF et dans les années 80-90, il fallait vraiment le vouloir. Guigui a raison, on n'était pas aidés. Il fallait se battre
il fallait se battre pour assouvir notre passion. Moi, je vais tout vous dire, je lisais les Special Strange, je lisais les X-Men quand j'étais petite, et je me battais pour trouver. J'ai dû me battre contre mes parents. Alors là, ils étaient fous, hein. Je lisais les Special Strange. Je prononce à la française, hein, vraiment, mais je sais très bien qu'il faut. Enfin, voilà, C'est comme ça qu'on voit que t'es une vraie. Mais d'ailleurs, il y a une édition qui est sortie il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, que je me suis précipitée d'acheter. Mais en fait, ce que j'adore, c'est les couvertures dessinées par Mitton et par Oui. voilà, c'est les éditions originales faites à la peinture à huile. Mais voilà, c'est juste qu'il fallait se battre. Pourtant, aujourd'hui, dans une société qui est un peu plus habituée à justement voir des univers fantastiques, de science-fiction, tu as cité effectivement les comics, le Marvel Cinematic Universe, etc., Star Wars, Star Trek reste, j'ai l'impression, en tout cas, relativement invisibilisé. Enfin, je veux dire, dans la dernière saison de The Mandalorian, par exemple, il y a eu du coup du fanservice qui a mis en avant un personnage en particulier que je ne spoilerai pas ici, mais qui a quand même eu une caisse de résonance assez importante au-delà, on va dire, des sphères des fans. Discovery à une échelle moindre, donc dans sa saison 3, la dernière a été diffusée, fait aussi énormément de pieds de nez, enfin pas de pieds de nez, mais de clin d'œil à des éléments, alors peut-être plutôt dans la saison 2 en fait, mais à des éléments des anciennes séries. Non, dans les 3. Oui, dans la saison 3, non, je pense à la scène effectivement où on voit Spock notamment en vidéo. Et ça fait pas les choux gras des journaux, j'ai envie de dire. Est-ce que même aujourd'hui, Star Trek reste encore un peu limité dans sa visibilité ou c'est une vision de l'esprit ? Non, c'est pas une vision de l'esprit. D'ailleurs, moi, je le compare. Déjà, je le vois au niveau des stats des podcasts qu'on réalise avec le Cadran Pop et le Coin Pop, hein. Je peux faire des comparaisons. Je vois que Star Trek, c'est pas forcément le sujet qui passionne les foules. Et c'est pareil, hein, si je regarde les statistiques des vidéos qu'on avait faites sur YouTube, ou si je compare tout simplement, hein, les hashtags sur Twitter. Quand tu parlais de Mandalorian, c'est un excellent exemple, justement, un bon baromètre pour justement se comparer le succès qu'a Star Trek aujourd'hui par rapport à d'autres franchises du même calibre, on va dire. Alors, le souci, c'est le cas en France. Ailleurs, c'est peut-être un peu plus heureux. Mais en tout cas, en France, c'est pas le cas. Et c'est vrai. Même si, effectivement, Discovery est apparu régulièrement dans le top, toutes les semaines dans le top 10 de Netflix, il n'est jamais resté bien longtemps à chaque fois. Contrairement au vrai succès de Netflix. Mais en fait, la raison, elle est toute simple, c'est qu'effectivement, déjà, on a Star Wars, le passif, a trouvé son public dès le début, donc du coup, il y a un vrai passif de plusieurs décennies dans notre pays. Pour Star Trek, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas vraiment le cas. On a beaucoup de retard encore, on n'a pas encore une grande exposition. Il y a encore des gens qui font des blagues sur Picard par rapport au surgelé, donc ça montre à quel point les gens ils sont passés à côté. Mais aussi, et pour moi, c'est une raison qui a peut-être un peu plus importante, c'est que peut-être tout simplement Discovery n'est pas aussi bonne que ses aînés. Il est clair que la série, même si elle bénéficie d'un énorme budget, donc on a des super effets spéciaux, une superbe production, de belles musiques, souvent des belles réalisations, des beaux décors, des beaux costumes, tout ce que tu veux, des bons acteurs, etc. Les scénarios, pourtant, ils sont quand même plutôt à la ramasse et ils sont bien loin justement de la qualité qui pouvait nous tenir en haleine des années plus tôt, tout simplement parce que effectivement les séries des années 90 et des années 60 posaient des concepts forts et posaient justement des conflits moraux. Ce qui faisait que c'était souvent des histoires qui résonnaient avec les téléspectateurs, ce qui faisait que on pouvait se poser encore des questions longtemps après avoir vu l'épisode. Ça résonnait, quoi. C'était vraiment des questions fondamentales, quoi. L'avenir de l'humanité, c'est quand même pas rien. Et dans Discovery, c'est fait, mais un peu par-dessus la jambe, dans le sens où ils actionnent beaucoup. Justement, ils utilisent beaucoup l'action, en réalité. C'est plus une série d'action-aventure plutôt qu'une série de science-fiction traditionnelle. Et en plus de ça, il faut bien voir que Star Trek, comme on l'a dit régulièrement dans ce podcast, ça pose des concepts. Et les concepts, ils vivent à travers les personnages, qui sont des thèses, antithèses de ce concept, par exemple. Et du coup, qui font s'affronter les idées, pour que justement, les questions morales soient posées. Ça veut dire que les personnages servent l'histoire.
Alors que dans Discovery, on a comme tout est mis sur l'émotionnel, notamment avec Michael Burnham qui le représente très bien, c'est plutôt l'histoire qui est au service des personnages. Et un peu comme dans les films de J.J. Abrams, par exemple, ou même des films au cinéma en règle générale. Mais sauf que du coup, forcément, ça veut dire que les concepts sont passés à la trappe. Ils sont là pour être un peu la caution SF, mais finalement, il n'y a rien de profond, quoi. Et souvent, dans Discovery, malheureusement, ils ont des excellentes idées, mais ils ne les développent pas du tout, ce qui fait qu'en fait, on se rend compte que l'intérêt des scénaristes n'est pas du tout là, et du coup, les téléspectateurs passent à côté et consomment ça un peu comme du fast-food, finalement. Ce que, quelque part, peut-être Discovery est. Alors, faut prendre la série pour ce qu'elle est. Moi, je la prends pour une série d'aventures, d'action, ok, très bien. Et donc, je vais la juger par rapport à ça. Mais c'est que si je dois la comparer aux autres séries Star Trek, effectivement, là où le bas blesse, c'est que les scénarios ne sont pas aussi bons et que peut-être c'est la raison pour laquelle la série continue de ne pas complètement vraiment trouver son public. Ok, effectivement. C'est intéressant et bon... on croise les doigts entre guillemets pour que on puisse avoir peut-être dans les prochaines années, et c'est peut-être l'objectif de cette troisième partie d'émission, qu'on ait des séries qui peut-être ravivent un peu plus la flamme de Star Trek et la rendre un peu plus visible. Avant de nous diriger justement tranquillement vers cette dernière partie d'émission, je vous propose une nouvelle pause musicale, cette fois avec Blue Skies de Isa Bryant, disponible cette fois sur l'OST de Star Trek Picard, une série dont on parlera juste après ça. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. De retour sur Canal B, dernière partie de Spoilers, l'émission consacrée à la saga Star Trek. Je suis toujours avec Guillaume et Marina du podcast Le Cadran Pop. Tout va bien de votre côté ? Ah, nickel. Parfait, merci. Comme un Ferengi.
Dernière partie donc, où nous allons aborder les séries qui font l'actualité de la franchise Star Trek, donc Discovery, Picard et Lower Deck. Ça va peut-être un petit peu plus piquer. Et comme tout à l'heure, petite mise en contexte, parce qu'elle n'est pas arrivée toute seule, cette nouvelle période de série Star Trek. On le disait tout à l'heure, il aura fallu attendre 12 ans après la fin de Star Trek Enterprise pour voir à nouveau la franchise sur le petit écran. Et cette résurrection, on la doit à quelqu'un qui s'appelle Alex Kurtzman, à qui CBS, détentrice des droits pour la télévision, confie en 2015 l'avenir de la franchise. Alors Kurtzman, c'est pas un étranger au monde de la télévision, hein, puisqu'on le découvre au début des années 2000 comme scénariste sur des séries comme Hercule et Xena la guerrière, qu'on connaît bien, puis sur Alias, la série culte d'espionnage d'un certain J.J. Abrams. Cette collaboration-là, elle est importante pour Star Trek, puisque après avoir créé avec ce dernier la série Fringe, qu'on aime plutôt bien chez Spoilers, Kurtzman scénarisera 2 des 3 premiers films d'Abrams, donc Mission Impossible 3 et Star Trek en 2009, le nouveau départ cinématographique de la franchise. Alors on pourrait croire que à ce moment-là, les étoiles sont plutôt bien alignées pour faire du retour de Star Trek à la télévision un succès. Et c'est en 2017 que débarque Star Trek Discovery, qui nous présente une dizaine d'années avant les événements de la série originale, hein, c'est un préquel, un nouvel équipage prêt à explorer à nouveau les mondes trekiens. Alors depuis, et malgré un succès plus que mitigé auprès des fans, on peut le dire, certains allant même jusqu'à parler parfois de trahison des valeurs utopistes de Gene Roddenberry, on en reparlera certainement. Alex Kurtzman continue de développer Star Trek à la télévision avec en 2020, on l'a dit, l'arrivée massue quelque part dans l'univers Star Trek du retour du bien-aimé Captain Jean-Luc Picard, 18 ans après le film Star Trek Genesis, et la création d'une série animée humoristique épaulée par Mike McMahon, scénariste ayant officié sur la série Rick et Morty. Alors, créateur d'une nouvelle porte d'entrée dans la saga pour certains, bourreau de l'ADN même de la franchise pour d'autres, Kurtzman continue malgré tout de développer l'univers de la franchise à la télévision, puisque c'est au moins 4 nouvelles séries qui sont attendues dans les années à venir. Donc voilà pour l'actualité très rapidement de la franchise aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais revenir avec vous, Guillaume et Marina, sur cette ère Kurtzman qui est décriée par les fans, j'ai l'impression. Déjà, vous, comment vous avez vécu le retour de Star Trek à la télé en 2017 ? Comment est-ce que Discovery, c'est une série qui vous a hypé au début ou qui vous avait un petit peu peur ? Comment vous avez appréhendé ça ? Marina, peut-être ? Non, moi j'ai pas eu peur. J'étais intriguée. Je voulais voir ce que c'était. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes. Il y a beaucoup d'action effectivement. Comme l'a dit Guigui, c'est moins axé sur le scénario, mais ça, à l'époque, je pouvais pas le savoir. Moi, j'aime bien cette première saison de Discovery. J'ai adoré le twist final. Voilà, Lorca, c'est un personnage que je mourrais d'envie de revoir dans la 3e saison. On en parle 2-3 fois dans le podcast. Je le réclame à corps et à cri parce que je ne comprends pas pourquoi on en parle tout le temps. Et l'univers miroir, c'était une bonne opportunité de le revoir. Moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, le reboot là dont tu parlais, le premier film de J.J. Abrams, moi j'ai bien aimé. Franchement, je suis une fan de la première heure, hein, vu que j'ai connu Star Trek toute petite. Qu'il y ait un reboot de la série, moi j'ai bien aimé. Ça m'a franchement pas dérangé. Après, ça s'est gâté. Mais moi, ce reboot, Ok. je l'ai bien aimé. Je me souviens être sortie toute guillerette du cinéma en me disant, bah, j'avais passé un bon moment et voilà. Et je trouve que euh, les acteurs, les jeux, les interactions, moi j'étais emportée. Là, Discovery, cette première saison, je l'ai bien aimée. Après, je trouve qu'au niveau de l'écriture, ça s'est gâté à la 2e saison. Après, Picard, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers épisodes. Les 3-4 premiers épisodes, j'ai adoré les concepts. Je voyais plein de références, les acteurs, il y a notamment une scène incroyable, hein, pas du tout de SF, mais il y a 2 personnages qui sont seniors, qui discutent, et le docteur de Picard lui dit: «Mais pourquoi tu veux retourner là-haut dans le froid?» Ne serait-ce que ça, et j'en ai des frissons encore en évoquant la scène, mais c'est ça en fait. L'espace, c'est le froid, c'est l'inconnu, c'est pourquoi on veut s'infliger ça. Et Picard y retourne quand même. Voilà. Après, je trouve que il y a un problème d'écriture entre les premiers épisodes. Je crois que c'est Romain qui disait ça pour beaucoup d'épisodes. Et le problème de la franchise, c'est que ça part de très bons concepts. On nous tease, il y a un mystère, il y a quelque chose.
Et après, les révélations finales, bah, c'est décevant. C'est pas à la hauteur. Donc, il y a des changements de showrunner, et là, je pense à cette dernière saison de Discovery. J'étais super enthousiaste. Si vous réécoutez les podcasts, j'étais super enthousiaste sur les premiers épisodes. Mais en fait, il y avait un tel potentiel au début de cette 3e saison avec ce bond dans le futur. Et finalement, au niveau de l'écriture, mais ils ont été timides. Mais il aurait fallu aller plus loin. Il aurait fallu aller retrouver autre chose qu'une espèce de Far West avec une méchante, très très méchante. Il fallait ne pas hésiter à nous emmener ailleurs. Et c'est pas grave si parfois les fans, il faut pas les caresser dans le sens du poil. Il faut les brusquer un peu. Et oui, il y a des fans qui sont pas contents. Ça, je l'entends tout à fait. Moi-même, hein, parfois, je suis pas contente de l'écriture de certains épisodes, mais j'aime bien être brusquée. J'aime pas être toujours confortée dans mes certitudes et me dire que tel personnage est forcément gentil. J'aime bien les personnages avec des nuances, et c'est pour ça que j'adore Deep Space Nine. C'est que tous les personnages avaient des nuances. Kira Nerys, elle a un passé de résistante. Même Gul Dukat, qui joue le rôle d'un espèce de nazi D'Hitler, ouais, c'est un Hitler, le Kardashian, mec. oui, voilà. Et même lui, ils ont réussi à lui trouver des nuances. Il faut pas hésiter à créer des nuances, des personnages gris. Et je trouve que dans Discovery, ils vont pas assez loin. Et c'est dommage parce qu'il y a de beaux moments. Michael Burnham, c'est un personnage à part, qu'il est intéressant de suivre. On l'aime ou on l'aime pas. Elle est intéressante à suivre. Et là, j'ai trouvé que voilà, ils avaient rebooté le personnage de manière intéressante. Mais il faudrait aller encore plus loin. Le souci de Discovery, c'est que ça va beaucoup dans la facilité, vraiment beaucoup dans la facilité. Et en fait, pour résumer la chose, alors moi j'étais effectivement très enthousiaste du retour de Star Trek à la télévision, parce que après le retour de X-Files, Ouais. le retour de Twin Peaks, il manquait plus que le retour de Star Trek, qui est pourtant le retour le plus facile à Ouais. mettre en œuvre. Et je me demandais comment ça se fait qu'il tardait autant. Donc quand c'est arrivé, j'étais plutôt enthousiaste, surtout qu'au départ, c'était Bryan Fuller qui devait s'en occuper. Bryan Fuller qu'on connaît pour Exact. être le showrunner d'Hannibal, entre autres, qui a fait beaucoup de choses qui étaient pas mal, mais qui a aussi commencé sa carrière dans Star Trek Voyager. Donc le mec, il connaissait un petit peu les choses. Au début, il y avait des rumeurs comme quoi la future série Star Trek, ce serait une série anthologique. C'est-à-dire que c'était des saisons anthologiques. C'est-à-dire une saison égale une histoire, une époque, un équipage. Et ça pouvait très bien dire, un coup, la saison 1, c'est Discovery et la guerre avec les Klingons. La saison 2, c'est Picard, par exemple. Bon, on sait jamais trop si ces rumeurs étaient vraiment fondées ou pas, mais en tout cas, on a quand même eu l'impression que finalement, vu la multiplication des séries, il y avait peut-être un fondement de vérité quand même, et que les saisons se sont transformées au fur et à mesure en séries. Alors moi, le problème que j'ai eu avec Discovery, c'est que, outre tout ce que j'ai dit précédemment, effectivement, trop d'action, pas assez de réflexion, et d'ailleurs, j'ai un exemple très particulier que je développerai tout à l'heure. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que quand même, Discovery nous a été vendu finalement par une équipe, a été pensé plutôt par une équipe de marketing. Pourquoi ? Parce que déjà, on nous fait une préquelle 10 ans avant la série originale. Pourquoi ? Aucun intérêt, parce que des préquelles, on en avait déjà une avec la série Enterprise, qui nous montrait justement le début de l'humanité voyager dans le cosmos. Donc là, c'était vraiment intéressant, parce que le concept en lui-même, il justifiait justement cette préquelle un siècle avant. Là, 10 ans avant... quel intérêt, quoi. C'est une époque qu'on connaît plutôt bien. Voilà, bon. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Michael Burnham est en fait la sœur adoptive dont on nous avait jamais parlé de Spock. Alors du coup, j'imagine très bien que les gens du marketing ont réfléchi comme ça. Ils se sont dit, bon, alors Star Trek, effectivement, c'est une franchise qui est un peu vieillotte, mais qui a un fort potentiel. Il faut attirer un nouveau public. Oui, mais le grand public, il connaît que Spock. Bon, du coup, il faut le rattacher à Spock d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ils ont trouvé la façon la moins classe qui soit et la plus directe. Pour quelque chose qui avait aucun sens. Et quand on voit effectivement l'écriture du personnage de Michael Burnham, qui est une humaine orpheline, qui a été élevée à côté de Spock, donc par les parents de Spock, donc qui a baigné normalement dans une éducation vulcaine. Donc les Vulcains, je rappelle, c'est cette race dont fait partie Monsieur Spock, qui fait qu'ils refoulent beaucoup leurs sentiments. Eux, ils ne pensent qu'à la logique. Les sentiments, les émotions, c'est un peu des choses qu'il faut évacuer. Eux, s'ils pouvaient être des robots, ils seraient ravis, quoi. Donc du coup, elle a baigné dans ce genre d'éducation-là. Or, on voit que ce personnage de Michael Burnham est un personnage extrêmement émotif, et donc du coup, on voit qu'il y a une incohérence
cohérence et que du coup, finalement, les scénaristes n'arrivent pas à gérer ce personnage-là avec la cohérence qu'il aurait dû avoir. Donc ça, c'est un exemple qui fait que les choix qui ont été faits de placer cette série en préquel. Alors du coup, ce préquel-là pose beaucoup de problèmes parce que comme là, en termes de production, là, on a des gros budgets, des gros trucs, des super effets spéciaux, etc. Du coup, c'est en décalage avec ce qu'est la série originale qui date des années 60 et qui se passe 10 ans plus tard. Il y a un vrai décalage, ce qui fait que du coup, ils rebootent beaucoup de choses et ils niquent complètement la cohérence du canon et de l'univers parce que forcément, il y a des choses qui font que soit les scénaristes s'en fichent, soit ils ne se souviennent pas de la série d'origine. Les événements de Discovery sont souvent en contradiction avec ce qui suit dans le reste de la saga, ce qui pose un vrai problème pour pas mal de choses. Mais bon, si les histoires étaient bonnes, moi je dis ok, pourquoi pas, on pète tout, on fait comme les comics, dans les comics qui ont plusieurs décennies, ça arrive souvent quand il y a un nouveau scénariste qui arrive sur un run, sur un personnage comme, imaginons un Spider-Man ou un Batman, oui voilà, ça arrive souvent ce genre d'incohérence, parce qu'il a besoin de bouger un peu les choses pour raconter son histoire, parce qu'il a sa vision, son truc à raconter. Donc si les histoires elles étaient bonnes, moi je dis ok, ça me poserait pas de problème. Le problème, c'est que les histoires de Discovery ne sont pas très bonnes. En tout cas, elles sont plutôt moyennes et que du coup, elles sont pas suffisamment bonnes pour que je puisse encaisser ces incohérences. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. Et pour qu'on comprenne bien, un exemple tout bête. Il y a un double épisode dans la saison 1 de Discovery où en fait Saru, Michael et son petit copain de l'époque partent sur une planète stratégique pour poser une espèce de relais contre la guerre, contre les Klingons. Donc ils avaient une mission super importante. Or, il s'avère que sur cette planète-là, il y a une espèce de race extraterrestre un peu chelou, un peu comme des petites lucioles qui se promènent et qui font que Saru, qui est un personnage issu d'une race qui a tout le temps peur, pour une raison que je ne vais pas développer parce que sinon ça prendrait trop de temps. Et du coup, le fait d'être sur cette planète-là, cette race extraterrestre l'apaise. Et du coup, il perd ses facultés de ce qu'il est en fait. Et du coup, il va essayer de faire foirer la mission, alors que la Fédération est en jeu, parce qu'ils sont en guerre, et parce qu'il se sent trop bien, il veut pas quitter la planète, il veut que ça reste comme ça, et donc du coup, il fait foirer la mission. Sauf que le double épisode là, c'est une idée très intéressante. À partir du moment où on est conditionné par sa biologie à agir d'une certaine façon, et que d'un autre côté, on est influé quand ce qui nous dirige par la biologie est supprimé par quelque chose d'extérieur, est-ce qu'on est vraiment responsable de nos actes ou pas ? C'est une idée super intéressante. Est-ce qu'ils en ont parlé dans ce double épisode ? Ça n'était pas du tout le sujet. Ce qui était le sujet, c'était l'histoire d'amour entre Michael Burnham et son copain de l'époque. Donc du coup, et là c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a beaucoup comme ça, où en fait finalement à chaque fois Discovery pose de vrais sujets très intéressant, mais passe complètement à côté. Dans la saison 3, on parle de l'effondrement de la Fédération. Ils ont plus de dilithium, donc c'est la métaphore du pétrole. Et quelle est la solution pour régler le problème à la fin ? Ils trouvent une nouvelle source de dilithium, et ils repartent comme en 40. Je suis désolé, si c'est censé être la transposition avec nos sociétés, avec le problème des ressources, des matières premières qui est une vraie problématique, non. À cause du réchauffement climatique, si on trouve encore plus de pétrole, ça va pas du tout régler notre problème. Et c'est ça que je veux dire, c'est que Discovery, finalement, va dans la facilité. On voit bien que ces concepts, ils sont là pour être là, mais en réalité, ils n'apportent aucun fond, aucune réflexion. Ils sont juste là pour dire « c'est Star Trek ». Mais du coup, ça passe complètement à côté. Et dans Picard, c'est un peu moins raté, parce que la série porte vraiment beaucoup plus sur les personnages que sur les concepts de SF, même s'ils sont là, évidemment, parce qu'on parle d'intelligence artificielle. J'imagine qu'il y avait quand même une grosse attente, je te coupe par rapport à Picard, mais j'imagine qu'il y avait quand même une grosse attente de la part des gens qui avaient suivi NextG en particulier, de voir le retour c'était presque inespéré, je pense, parce que l'acteur est quand même aussi assez âgé maintenant. Ah, complètement. Mais il a 80 ans. Est-ce que ça crée quelque chose quand même ou... Ah complètement. C'est ce qui fait que, dans mon cœur, Picard est quand même supérieur. Enfin, je préfère Picard à Discovery, même si les problèmes d'écriture sont toujours là. Pour ma part, ils sont un peu moins forts, mais c'est surtout qu'effectivement, dans Nemesis, il y a un personnage principal, donc Data, qui meurt. Et j'ai trouvé que le film, à l'époque de sa sortie, et encore maintenant, est considéré comme un des moins bons des films de la nouvelle génération. Et effectivement, je trouvais que la mort de Data, il manquait quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est un androïde qui a toujours voulu être humain,
Et quelque part, comment trouver son humanité si ce n'est dans la mort, quoi. Et ça, c'est pareil, une thématique qui n'a pas été vraiment développée dans le film, qui était aussi, pareil, un peu plus portée sur l'action et d'autres thématiques, peut-être. Et dans Picard, justement, ça a été un peu rattrapé. C'est-à-dire que ça a été un des sujets, ça a été vraiment développé. Ça aurait pu être mieux développé, plus développé, parce qu'il y a d'autres choses qui prenaient de la place dans le récit qui étaient vraiment inintéressants. Mais au moins, il y avait ces moments d'émotion. Là, tu parlais d'un personnage que tu voulais pas spoiler à la fin du Mandalorian. Eh ben, ce personnage-là qui débarque dans le dernier épisode de The Mandalorian, ben, moi, c'est de voir Data là qui m'a fait cet effet-là. C'est de voir certaines scènes entre Picard et Data qui m'ont vraiment remué. Et puis, bon, bah, si vous écoutez le podcast du Cadran Pop, vous verrez que j'ai pas été tout seul. Et ça a vraiment fonctionné. Donc voilà, le problème, c'est que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça pique un peu. Bah oui, mais il faudrait que les auteurs deviennent un peu meilleurs et arrêtent de penser en termes de marketing, devoir placer des choses, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas vraiment, à mon avis, pour les raisons qu'on a évoquées. Il y a aussi les ventes de produits dérivés qui sont un bon indicateur, qui bah, visiblement montrent bien que, par exemple, là où Star Wars réussit, bah, Star Trek échoue toujours. Et pourtant, pour l'instant, Discovery d'une certaine manière, mais en tout cas Kurtzman continue de créer de nouvelles séries. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 4 séries qui sont attendues dans les années à venir. Dans ces 4-là, il y en a au moins 2 qui sont issues du coup de Discovery, puisque une des séries attendues, c'est Strange New World, si je me trompe pas, avec du coup l'équipage de l'Enterprise de la première série Star Trek, mais commandé cette fois par le capitaine qui était là avant Kirk. Le capitaine Pike, tout à fait. Ouais. Donc en gros, on reprend l'équipage qu'on a dû voir dans le premier pilote de la série d'origine, oui. Et donc une éventuelle, ça c'est plus flou, série section 31 si je me trompe pas non plus, sur du coup cette espèce d'entité un peu Black Ops de Starfleet. J'ai l'impression quand même que, enfin c'est la question que je me pose, finalement malgré le retour un peu critique qui est assez tiède, c'est le cas de le dire, c'est une franchise qui fonctionne, enfin, qui en tout cas a l'air de bien vivre à la télé actuellement. C'est un peu compliqué parce que comme c'est sur des plateformes de streaming, on n'en sait pas vraiment, on connaît pas vraiment justement l'étendue du succès d'audience. En fait, les séries Star Trek là sont diffusées sur une plateforme qui s'appelle CBS All Access, qui est un peu une sorte de Netflix et qui n'existe qu'aux États-Unis pour l'instant, qui fait partie donc de l'entité Viacom qui est aussi la Paramount. Et en fait, le souci de cette plateforme là, c'est que forcément, il faut du contenu. Et ce qui compte, c'est pas tant le nombre de téléspectateurs, mais plutôt le nombre d'abonnés, ce qui est quand même pas pareil. Faut noter que le retour de Twin Peaks sur Showtime avait ramené, il y avait que 700 000 téléspectateurs, quoi. Il y avait même pas 1 million de téléspectateurs par épisode. Pour autant, ça suffisait d'avoir ce presque million de nouveaux abonnés pour que la série en soit un succès. Peut-être que pour Discovery, Picard et Lower Decks, on en est là, c'est-à-dire que par rapport aux ambitions de la plateforme, ça ramène suffisamment de nouveaux abonnés, enfin d'abonnés tout court, enfin ça leur donne vraiment un socle solide, sans que ça puisse avoir des niveaux stratosphériques. Après, moi je pense que évidemment les gens de CBS, eux, ils aimeraient bien quand même avoir un succès comme peut le rencontrer Disney+ avec The Mandalorian. Ça c'est sûr et certain. Et je pense que ça fait partie de leur plan, enfin c'est de leurs ambitions, sauf que à mon avis ils ne s'y prennent pas correctement pour atteindre cet objectif. Par contre, on remarque beaucoup que l'accent est fortement porté sur Strange New Worlds. Là, notamment, il n'y a pas longtemps, en fait, CBS All Access ça a annoncé que ça va se transformer à l'international en quelque chose qui s'appellera Paramount+. Et dans la campagne de promotion, en fait, ils font une espèce de crossover de tous les personnages, acteurs, ouais. Voilà, il y a tous les personnages. Donc il y a la Patte Patrouille, il y a Dora l'exploratrice et il y a Pike et Spock, entre autres. Ça montre quand même que effectivement, il y a une grosse attente sur Strange New Worlds. Déjà, parce que c'est des personnages emblématiques. Monsieur Spock, tu vois, je le disais tout à l'heure, ils auraient dû commencer par là peut-être. Ils étaient trop timides, ils osaient pas trop. Ils ont testé en introduisant les personnages et le nouvel Enterprise dans la saison 2 de Discovery. Et donc on voit bien que c'est cette série-là qui est la plus attendue à cause de ces personnages-là. L'Enterprise était la nouvelle version de l'Enterprise était fidèle à l'original tout en étant modernisé, en tout cas était plus réussi que dans les films de J.J. Abrams, donc ça c'est aussi un point, et aussi le fait qu'il a été annoncé que les récits seront écrits de manière épisodique, c'est-à-dire on sort du feuilleton, on revient à quelque chose de plus traditionnel dans Star Trek, c'est-à-dire on revient à des histoires de la planète de la semaine. Donc on imagine,
c'est l'espoir de beaucoup de fans que finalement, peut-être qu'enfin les histoires vont redevenir correctement écrites dans cette série-là. Et est-ce que justement aujourd'hui, on parle des fans, on peut avoir un phénomène un petit peu comme on l'a sur Star Wars éventuellement, de fragmentation du fandom, donc c'est-à-dire de la communauté de fans de manière générale, peut-être les vieux fans versus les nouveaux fans. Est-ce qu'on a ce genre de problématique sur Star Trek ou pas trop? Oui, oui, je pense qu'on l'a, mais la fracture est beaucoup moins grande et beaucoup moins visible pour la bonne et simple raison, déjà, des fans, il n'y en a pas tant que ça, comme on le disait tout à l'heure. C'est la première raison. Ensuite, je pense que les aigris, les mécontents, les haters de Discovery, de Star Trek Picard, etc., ont des arguments qui sont plus légitimes. Parce que de ce que moi j'ai constaté sur Internet, que ce soit sur Twitter, sur les forums que je fréquente beaucoup, sur certaines critiques, notamment celle de Yves Raduca qu'on peut lire sur Unification, ce sont des critiques quand même qui portent beaucoup sur l'écriture. Donc c'est pas des trucs gratuits. Ça porte pas sur des histoires de représentation. Ah, pourquoi il y a des femmes, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a des noirs, etc. Alors que dans Star Wars, on a quand même beaucoup... Je caricature, hein, évidemment. Et je pense que c'est d'autant plus vrai outre-Atlantique plutôt que chez nous. Mais on a quand même beaucoup l'impression que y a des gens qui veulent pas que les représentations changent et que ça les dérange plutôt. En fait, ce qui les dérange plutôt, quand on lit les critiques, je pense à The Last Jedi, par exemple, on a l'impression que c'est le fait d'avoir une héroïne qui pose problème en réalité, plus que telle ou telle chose. Alors que dans Star Trek, c'est pas du tout le cas, parce que la représentativité, comme le disait Marina tout à l'heure, a toujours été très très présente, plutôt bien gérée, bien présentée, même s'il y a des fois il y a des couacs, évidemment, hein, comme partout, rien n'est parfait. Et donc du coup, les fans, les haters de Star Trek sont plutôt à râler sur des problèmes de continuité, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement c'est trop action, c'est pas assez réflexion, les concepts ils sont vite torchés, ils veulent rien dire. Quel est le sous-texte de Star Trek, quoi? Quelle est la pensée politique que ça peut nous amener? On a vraiment trop l'impression que les auteurs leur main elle est guidée par les gens du marketing, et c'est ça qui pose problème. Donc c'est vraiment un problème purement d'écriture. Donc comme c'est des choses qui me semblent plus légitimes, je pense que les haters sont moins haineux que des choses qu'on peut lire sur Star Wars, par exemple. Alors c'est mon impression, alors peut-être que je me trompe, hein. Et du coup, il y a moins aussi de rendez-vous où les nouveaux fans, comme ils viennent de débarquer, hein, parce que c'est très récent finalement, Discovery, finalement il n'y a pas vraiment ce brassage où du coup les deux clans peuvent se taper dessus. Même si évidemment ça arrive au détour d'un tweet ou d'un commentaire Facebook, mais moi j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait cette notion-là. Et d'ailleurs, ça serait pas bien grave, parce que, comme tu le disais, il y en a un peu pour tous les goûts finalement. Si tu veux regarder des séries bien écrites entre guillemets, il y en a quand même 5 ou 6 qui sont pas mal. Donc voilà, il y a ce qu'il faut, quoi. On n'est pas en manque. Ouais, effectivement. On va conclure du coup sur cette partie de l'actualité des séries Star Trek en vous posant une simple question. Est-ce que vous avez des attentes, vous, pour le futur de la franchise à la télévision? Notamment, est-ce que toi, Marina, par exemple, tu as une envie, soit sur un projet qui a été annoncé, soit sur quelque chose que tu voudrais voir développer dans le futur de Star Trek? Et déjà que Strange New Worlds se concrétise et que ce soit une bonne série, parce que retourner sur l'Enterprise de Pike avec numéro 1 et Spock, moi j'ai hâte de voir ça en fait. C'est ce qui me... Ouais. c'est voilà ce que j'attends le plus. Mais j'ai surtout envie, comme l'a dit Guigui, le plus important, c'est les histoires. C'est un sujet provoquant, que Star Trek soit à la pointe des combats, mais que ce soit au centre de l'histoire. Et les effets spéciaux, c'est très bien, c'est important, mais pour moi, c'est l'histoire qui reste. Si The City on the Edge of Forever reste après 55 ans, c'est parce que il y a une histoire, il y a un concept, et si vous regardez l'épisode, il y a juste un décor de New York dans les années 30, et c'est tout. Il y a un début et une fin sur une planète, mais en fait, le cœur de l'histoire, c'est ce qui se passe sur Terre dans les années 30. Et moi, c'est ce que j'attends, en fait, d'être emmenée
et d'être accompagnée avec une belle histoire. Voilà. Et je veux être estomaquée et je veux être surprise. Je veux être prise aux tripes parce que je vois Voilà, c'est ça pour moi une série qui me marque et que j'ai envie de revoir. Très bien, bah écoute, je pense que le message est passé. Guigui, toi, tes attentes du coup pour le futur de la franchise? Il y a une série dont on n'a pas parlé vraiment, on l'a juste cité, c'est Oui, Lower Decks, Lower Decks, qui est ouais. une série d'animation humoristique que moi j'ai vraiment beaucoup appréciée. D'accord. Donc j'espère avoir une saison 2 qui confirme certains bons éléments que moi j'imagine, hein, parce que pour l'instant on ne sait pas, hein, ça se trouve je me trompe et que du coup ce qui est annoncé sur la fin de la saison ne va peut-être pas se concrétiser et puis peut-être que ça va devenir plutôt moyen. Donc là, j'espère vraiment que ça va aller un peu plus dans ce que j'imagine être une vraie évolution des personnages et des concepts, parce que c'est une série, même si elle est humoristique, où il y a un vrai fond intéressant porté par les personnages, hein, plus que par les concepts de la science-fiction. Ce que j'espère surtout, effectivement, comme l'a dit Marina, c'est sur Strange New Worlds, de vraies bonnes histoires. J'espère qu'ils vont nous ramener des scénaristes, auteurs, des guests qui soient des vrais auteurs de science-fiction, par exemple, comme ils le faisaient à l'époque. Ça serait vraiment classe, ou même directement des scientifiques, hein, pour nous poser des vrais concepts, hein. Dans la nouvelle génération, on avait par exemple un épisode qui nous décrivait ce qu'était une sphère de Dyson. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, de prendre un concept scientifique réel, hein, une vraie théorie, et l'imager à travers un scénario de science-fiction. C'est ce qui a donné beaucoup de vocation de beaucoup de scientifiques, parce qu'ils regardaient Star Trek et ça leur a donné envie de s'y mettre. Donc j'espère vraiment quelque chose de ce goût-là. J'espère, voilà, tout simplement ça. J'espère aussi qu'il y a quand même un retour de Star Trek au cinéma, parce que moi, le projet de Noah Wyle m'intéressait beaucoup. Noah Wyle, donc, qui est le showrunner de Fargo et de Légion, qui avait un projet de film sur Star Trek avec de vrais nouveaux personnages, ce qui n'était jamais vu dans les séries télé. Donc on aurait eu une introduction de nouveaux personnages au cinéma directement dans un film, et donc on imagine qu'à ce moment-là, l'histoire aurait forcément été un peu plus intéressante, ou même peut-être, pourquoi pas, le Star Trek de Quentin Tarantino dont on parle régulièrement. Moi, je suis plutôt chaud pour voir un truc comme ça, parce qu'après 13 films, je pense qu'un 14e fait par Tarantino, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Et sinon, je croise les doigts, je touche du bois, mais j'aimerais bien faire une voix dans le doublage français de Star Trek Lower Decks. Ceci est un appel aux gens qui gèrent le plateau. Tu fais très bien de le dire, parce qu'effectivement, on a très peu parlé de cette série, mais je renvoie les auditeurs de Spoilers au dernier épisode du Cadran Pop, où vous détaillez en long, en large et en travers la série, et puis vous avez même une invitée de marque en la personne de la voix française du capitaine du vaisseau, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour ceux qui cherchent plus d'informations sur cette dernière itération, je vous conseille de vous abonner au Cadran Pop pour écouter tout ça. Eh ben, il me reste à vous remercier. Du coup, merci Guillaume, merci Marina de votre présence dans cette émission. C'est quoi votre actualité du coup actuellement à titre individuel, et puis peut-être aussi du côté du Cadran Pop pour ce début 2021? Alors pour le Cadran Pop, pour l'instant pas grand-chose, puisqu'on est en attente de nouvelles séries pour justement faire des podcasts, que nous, notre concept, c'est de faire des podcasts à chaud. On regarde les épisodes et tout de suite après on fait un podcast. Mais je vais quand même faire des hors-séries avec mon équipage, hein. Alors il y aura peut-être un épisode scientifique, justement, avec des scientifiques, où on va parler de la science dans Star Trek. C'est quelque chose qui m'a été demandé. Il y a aussi un podcast que j'espère faire en présentiel avec tout l'équipage, parce que pour le moment, on a toujours fait des podcasts en distanciel, mais quand la situation sanitaire s'améliorera, j'espère vraiment retrouver Marina, Romain, enfin les deux Romains, Manu et les autres, pour faire un vrai podcast, où là, on parlera de par où commencer Star Trek. Justement, et classer les différentes séries les unes par rapport aux autres. Enfin, en tout cas, comme ça, on va pouvoir s'écharper en direct, ça sera super. autour d'un feu de camp. Ouais. Et sinon, vous nous reverrez, vous nous réentendrez plutôt quand il y aura la série Star Trek Prodigy qui devra arriver, une deuxième série d'animation, celle-ci, qui sera plus orientée pour les enfants. Et bien sûr, je pense que la saison 2 de Star Trek Lower Decks arrivera avant les autres, parce qu'à cause de la pandémie, bien sûr, toutes les productions de toutes les séries live ont été fortement chamboulées. Par exemple, Star Trek Picard saison 2, en fait, là, elle va commencer à être tournée seulement maintenant, alors qu'en fait, on devrait la regarder là maintenant. Et donc, tout Strange New Worlds, Picard saison 2,
Discovery saison 4 sont repoussés sans doute en deuxième semestre 2021, voire 2022, ce qui fait qu'on va être plutôt light en Star Trek cette année, si ce n'est en animation. Ok, et à titre plus personnel, est-ce que tu as une actualité en ce moment? Oui, là je vais travailler sur une série de podcasts sur la série Millennium, la deuxième série de Chris Carter, avec Pacom Thielman et Aurélien Alain. Puis d'autres Excellent. podcasts de ce même style pour le coin pop où on va avancer. Et sinon, je participerai prochainement encore à un podcast de YMCU qui analyse la série Vendavision sur Disney+. Oui, tout à fait. J'ai écouté effectivement l'épisode dans lequel tu intervenais et c'était super intéressant. Marina, quelque chose à promouvoir peut-être dans une actualité que tu aurais actuellement? Alors, non, parce que je ne travaille pas ni dans la BD, ni dans les séries, ni dans les comics et tout ça, mais par contre, je suis fan de SF. Donc, tout ce que je peux faire, c'est recommander une série qui passe actuellement. J'ai le droit ou Ah, alors à 100%. D'accord, j'adore The Expanse sur Amazon Prime et franchement, mais c'est une série, je peux revoir les 3 ou 4, les 3 premières saisons, je peux les revoir, je les ai déjà revues plusieurs fois. J'adore la première saison avec Thomas Jane. Et je trouve que c'est une série, bon, c'est basé sur des bouquins, mais qui ont été pas mal adaptés. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai commencé à lire les bouquins. Ça ne me dérange absolument pas que les bouquins aient été transformés. Je pense qu'il y a les bouquins et il y a les séries télé. Et la série que j'ai découverte d'abord avant les bouquins, j'adore. Là, je suis un petit peu, un chouïa déçue parce qu'en fait, la série a changé complètement de producteur. Mais je continue, par exemple, je sais que ce soir, après ce podcast, je vais regarder l'épisode qui a été uploadé. Voilà. Très bien. Vous pouvez retrouver l'ensemble des anciennes séries Star Trek sur Netflix, je le reprécise. Ils ont la complète jambon fromage, comme on dit en Bretagne, ainsi que Star Trek Discovery, voilà, sur Netflix. Et Star Trek Picard et Lower Deck sont disponibles, eux, de leur côté, sur Prime Video en France. Et les films sont sur Prime aussi. Et les films sont sur Prime Video, tous les anciens films, effectivement. D'ailleurs, je précise également que la première saison de Star Trek Picard vient de sortir en DVD et en Blu-ray, là, fin janvier, tout récemment, pour les amoureux de making-of et de support physique, parce qu'il en reste encore quelques-uns parmi nous. Je viens de l'acheter. Ah bah voilà. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur Twitter et Facebook pour suivre l'actualité de Spoilers, mais aussi à présent sur Twitch, où on essaiera de parler de mini-séries sur cette plateforme en particulier, en live. C'est un peu notre petit objectif en ce début d'année. Et puis qu'on peut retrouver nos deux invités sur le podcast Le Cadran Pop. Donc pareil, sur les réseaux, vous pouvez vous abonner et mettre le petit flux RSS dans vos applications de podcast préférées. Voilà, il me reste encore une fois à vous remercier, Marina et Guillaume, pour votre présence. C'était super intéressant. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont apprécié autant que moi. Et puis, de vous souhaiter, comme il se doit, longue vie et prospérité. Merci à toi. Au revoir tout le monde, longue vie et prospérité. Merci beaucoup, Guillaume. Salut, longue vie et prospérité. Live long and prosper.